Bonjour à tous, on va commencer. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour cette première séance du cycle Histoire, troisième séance de l'Université permanente organisée avec le soutien de la Fondation Gabriel Péri, la revue Cause Commune. Après des conférences passionnantes sur le matérialisme antique pour le cycle Philosophie et Aragon en littérature, nous inaugurons aujourd'hui le cycle d'histoire sur la Révolution française, qui aura donc lieu un mardi par mois, même endroit, même heure. Un cycle qui vise à investir puissamment la Révolution française, dont on voit bien aujourd'hui la centralité dans le débat politique. Il n'y a qu'à renvoyer malheureusement au livre programme de Macron qui avait pour titre Révolution. Donc on voit bien que même la totalité du champ politique investit cette question et nous oblige, mais on n'a pas attendu qu'il le fasse pour le faire, à une réponse forte pour contrer malheureusement l'hégémonie de certains leaders d'opinion réactionnaires, dont on constate parfois médiatiquement l'hégémonie en tout cas, et qui nous force à une réponse forte avec un impératif de rigueur pour faire entendre une pensée critique de nature à mobiliser puissamment en vue des prochaines élections et échéances diverses. Alors avec pour commencer ce cycle de conférences, nous sommes très heureux d'accueillir Claude Mazoric, qui est professeur émérite à l'université de Rouen, auteur d'une œuvre profuse sur la Révolution française, spécialiste de Gracchus Babeuf et entre autres. Mais avant de lui céder la parole, peut-être on ne peut pas commencer, je pense, sans placer ce cycle sous les auspices du grand historien Michel Vauvel, dont nous avons eu le malheur d'apprendre la disparition le 6 octobre dernier, il y a un peu plus de 2 semaines. Michel Vauvel, infatigable historien de la Révolution et de la mort avant cela, avec une approche profondément marquée par la nécessité de faire l'histoire, comme il le disait, de la cave au grenier, donc de la cave des sociétés, de la base infrastructurelle, matérielle, au grenier des superstructures, que seraient les mentalités, les imaginaires, les outillages mentaux, selon les termes que vous préférez, marqué également par l'histoire quantitative dans la lignée d'Ernest Labrousse. Michel Vauvel compte, mesure et pèse pour donner à voir des mutations discrètes, sourdes et invisibles sans le travail patient de l'historien. Mais nous aurons l'occasion de revenir avec Claude Mazoric, je pense longuement sur l'œuvre et la personne de Michel Vauvel qu'il a bien connue. Et je vais lui céder la parole, mais peut-être plutôt vous laisser la parole à vous deux. Merci beaucoup Claude Mazoric d'être venu. C'est une grande joie, un grand honneur pour nous de t'accueillir ici. Nous allons commencer cette conférence par la question des temporalités de la Révolution française. Donc dans quel régime temporel s'insère cette révolution? Quelle rupture amène-t-elle et provoque-t-elle, première question, comme on le dit souvent, une entrée brutale dans la modernité? Quelle est la pertinence de l'inscrire, cette Révolution française, comme un point de rupture dans la vision du matérialisme historique, comme un point de basculement du féodalisme vers le mode de production capitaliste? Claude Mazoric. Merci d'abord à vous d'être venu. Je suis très honoré qu'on l'on m'invite à parler de la Révolution française dans ce bâtiment que je connais bien et dans lequel j'ai exercé des responsabilités qui m'ont à la fois passionné et qui m'ont honoré. Alors merci de constituer ensemble une sorte de séminaire autour du thème de la Révolution française et des généralités sur la Révolution française, puisque la suite du cycle prévu permettra d'approfondir les moments particuliers ou les questions principales qu'on estime les plus utiles.
La question qui vient de m'être posée, puisque nous allons fonctionner ainsi, c'est-à-dire que dans l'immense capharnaüm de questions qu'on peut se poser à propos de la Révolution française, nous en avons sélectionné certaines qui nous paraissent stratégiquement les plus importantes, d'un point de vue théorique comme d'un point de vue factuel. Alors, la première question qui vient d'être posée est relative à la factualité même de ce qu'on appelle la Révolution française, c'est-à-dire la séquence événementielle qui correspond à ce moment particulier auquel on se réfère et qui est à l'origine d'ailleurs d'une production ensuite intellectuelle, de recherche, etc., de polémique, mais ce moment particulier qu'on appelle la Révolution française. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut en avoir une vision large. La réduction de la Révolution française aux épisodes événementiels, sans prendre en considération le temps dans lequel elle s'est produite, l'espace qu'elle a occupé, les formes induites par le mouvement même, son mouvement autonome à l'intérieur même de ce cycle historique, dès qu'on réduit la Révolution française à des épisodes, alors on la dénature. Et surtout, on se met dans l'incapacité de saisir à la fois ce qu'elle a réellement incarné dans le mouvement de l'histoire en général, et ensuite, on ne comprend pas pourquoi, plus de 200 ans après, on continuerait à en parler et à sortir des dizaines d'ouvrages par an qui lui sont consacrés chez les plus grands éditeurs avec des auteurs parfaitement estampillés. Donc, situer l'épisode historique Révolution française dans une histoire à la fois globale et interagie implique qu'on commence à identifier de façon concrète l'espace dans lequel cette révolution s'est produite, donc parler du lieu, la France, le royaume de France, et d'autre part le temps, la durée à travers laquelle s'est mise en place ce qu'on appelle la Révolution française. Alors identifier, c'est d'abord désigner un espace. L'espace de la Révolution française, c'est ce qu'on appelait, en 1789 encore, le royaume de France. Le royaume de France tel qu'il est à la fin du XVIIIe siècle. Et donc il faut en avoir en mémoire une carte de visite en quelque sorte. Se rappeler deux grandes choses très importantes qu'aujourd'hui souvent on sous-estime ou on ignore. C'est que la France, à la fin du XVIIIe siècle, c'est la première puissance européenne. La première puissance européenne, et de loin. À la fois par sa population rassemblée, 28 100 000 habitants, grosso modo, dans les frontières de l'époque, c'est-à-dire qui n'avaient pas encore intégré la Savoie, par exemple, le Comtat vénessin, une partie de Nice, et même encore quelques autres lieux qui ont été ensuite annexés. Et depuis 1766 seulement, le royaume de France était agrandi de la Lorraine et de la Corse. Donc un pays qui, grosso modo, a l'allure de ce qu'il est aujourd'hui, avec une concentration de population, 28 100 000 habitants. Songez que la France a 36 millions d'habitants au début du XXe siècle. Nous sommes dans des densités de population, d'une présence humaine qui est de l'ordre de ce qu'on a connu jusque dans les années 1930. Et ce pays de 28 millions d'habitants est un pays aux ressources énormes, à la production de valeurs d'usage. On verra ensuite de quoi il retourne s'agissant du marché. Des ressources considérables. La France, le royaume de France, c'est le pays des toiles, le pays des blés, le pays du sel, le pays du vin, et c'est le pays des métaux. Et la production du royaume de France, grosso modo, correspond à elle seule à peu près à 40% de la production de l'ensemble des monarchies du XVIIIe siècle européennes. D'autre part, ce royaume de France, c'est une structure politique dominée par un État policé, pour reprendre l'expression du temps, depuis le XVIIe siècle. C'est la France qui est une monarchie politique et qui s'est construite, cet État s'est construit autour de son État, autour de sa monarchie. À la différence, par exemple, de pays éclatés sur le plan politique, mais relativement unifiés sur le plan culturel, comme l'était l'Empire germanique. Tout le monde comprenait l'allemand dans l'Empire germanique, avec 350 États dispersés, plus ou moins réunis dans une espèce de confédération. Le royaume de France, lui, constitue
un espace dans lequel les populations ne se comprennent pas forcément dans le langage courant. Dans le Midi, on parle l'occitan, et les patois ne sont pas identiques à l'occitan. Ce sont des patois régionaux. Toute une partie des Français, des sujets du roi, des régnicoles, parlent des langues qui ne sont pas le français. Et la monarchie a tout fait pour précisément les amener à comprendre en même temps le français et leur langue originaire. C'est vrai pour les Alsaciens, mais c'était vrai aussi pour les Basques, les Bretons, les Occitans, les Flamands, etc. Donc il n'y a pas d'unification culturelle en France. Il y a une apparence d'unification culturelle par l'unification religieuse, depuis la révocation de l'édit de Nantes et le fait que le catholicisme est la religion du prince et du peuple. Mais il l'est de manière contrainte, et non pas d'une façon qui est venue d'une unification par la société, par la culture. Cet État monarchique, d'autre part, cette monarchie politique donc, est constitué d'une grande force, une grande force administrative qui lui permet de contrôler l'application du droit fondée sur les distinctions d'ordre. Distinction d'ordre, c'est-à-dire qu'on distingue dans la population française ceux qui ont des privilèges de droit reconnus comme tels, institués dans les codes, et d'autre part le reste, les roturiers, ceux qui ne bénéficient pas de ces privilèges. Alors parmi les privilégiés, il faut en distinguer deux groupes, tout le monde le sait, le clergé et la noblesse. Mais si on fait le total des populations, cela nous donne 0,5% de la population du royaume est occupée par des couches qui relèvent du clergé, des privilèges du clergé, et les nobles sont au maximum au nombre de 300 000, cadets, aidés, etc. Donc la population privilégiée, c'est 1%, 1,5% au maximum. Admettons 2% pour être large, pour désignant les semi-privilégiés, si j'ose dire. 2% de la population. Et le reste, c'est quoi? Eh bien, le reste, c'est précisément les roturiers, le tiers-état. Ce qu'on appelle le tiers-état. Mais dans la société elle-même, le tiers-état, ce sont les Français, c'est la France. Comme on le constatera d'ailleurs dès le mois de juin 1789. 98% de la population, il faut que l'État tienne cette population, c'est-à-dire la fasse fonctionner, l'administre, la gouverne. Comment? Eh bien par un appareil d'État puissant. D'abord, la puissance militaire du Royaume de France est considérable. C'est 200 000 hommes en permanence sous le drapeau. 200 000 hommes. C'est la première armée de toutes les puissances européennes. Et cette armée est une armée de cohésion nationale intérieure, de plus en plus au XVIIIe siècle, où les interventions militaires n'étaient souvent que de pure forme. Donc l'armée et d'autre part les administrations. Le Royaume de France est le mieux administré de tous les États de l'Ancien Régime, à la fois par une administration, je dirais, déléguée ou affermée, et puis d'autre part par une administration propre, monarchique, qui contrôle à la fois les autonomies provinciales, communales. J'ajoute une puissance supplémentaire, c'est sa réputation de grande puissance, tout simplement en raison de la sorte d'hégémonie culturelle, je m'excuse d'employer des expressions que je n'ai pas le temps de développer ou de conceptualiser, le terme d'hégémonie ici convient parfaitement, l'hégémonie culturelle de la France qui s'est un peu affaiblie dans les dernières années du XVIIIe siècle, mais enfin, tout le monde le sait, le français c'est la langue de la civilité internationale, partout. Et d'ailleurs, on vient précisément, quand on veut montrer qu'on est frotté de culture moderne, eh bien, on fait le voyage à Paris, on essaye d'y rester, on essaye d'y vivre, et on y vit. Quand on est riche comme le baron d'Holbach, on peut même acheter des palais, inviter des cénacles, etc. Et quand on est fauché comme Jean-Jacques Rousseau, eh bien, on y vient quand même parce que c'est là que quelque chose peut-être est en train de se décider dans la civilisation du moment. C'est ça l'objet. C'est dans ce pays-là que la révolution va arriver. Ce n'est pas dans une marge d'une Europe plus ou moins identique. C'est dans ce pays puissant qui est organisé et qui est d'autre part un pays dans lequel il y a une histoire populaire déjà constituée, qui n'a jamais cessé d'exister. La France est bien connue, c'est le pays des révoltes, mais plus que cela, il y a un phénomène que Jean-Nicolas, un très grand historien, heureusement encore vivant, il est même mon aîné, et toujours très actif, que Jean-Nicolas a appelé la culture rébellionnaire.
la France est un pays rebelle. Voilà. Alors c'est vu à plusieurs reprises, dans des sortes d'insurrections depuis le Moyen-Âge, etc. Mais oublions cet aspect spectaculaire des choses et retenons que par une enquête soigneuse et soigneusement menée par des dizaines et même des centaines d'historiens, on a repéré qu'il y a une rébellion permanente pour toute une série de thèmes, contre l'unification religieuse par ceux qui n'acceptent pas la révocation d'édit de Nantes, par les communaux qui ne veulent pas que les grands propriétaires ou les grands fermiers usurpent les terres qui sont les terres collectives dans la paroisse, par les compagnons des villes qui estiment que le compagnonnage a des droits équivalents à celui de la corporation des maîtres, etc. La rébellion est permanente. Et ce pays constamment agité, qui est le mieux administré et qui est sous contrôle de la monarchie, est un pays à la fois stabilisé dans sa puissance et instabilisé dans ses rapports sociaux, pour le dire d'un mot. Voilà l'espace en question. Ne pas oublier que, d'autre part, cette France, ce royaume de France, s'est développé, sa puissance s'est développée et a été reconnue dans ce continent européen, ou dans ce subcontinent européen, c'est-à-dire l'Europe occidentale, pour le dire d'un mot, les Provinces-Unies, la Hollande, une partie de l'Allemagne rhénane, l'Angleterre, l'Espagne, etc., peu importe. Et cette Europe-là n'est pas un moment quelconque de l'histoire, elle est en train, tout simplement, de vassaliser le reste du monde. Elle l'a déjà entrepris, elle l'a déjà réalisé, au moins dans l'hémisphère occidental, par l'intermédiaire des colonies portugaises et espagnoles, et au nord par les colonies britanniques et par l'ensemble des activités maritimes qui dominent ce grand commerce qui s'établit sur les océans. En Asie, c'est plus compliqué. Il y a une pénétration très forte de la puissance européenne par son commerce et ses interventions militaires ou maritimes en Inde, dans le subcontinent indien. Mais face à cette menace, la Chine, le Japon surtout se sont fermés. Seules demeurent les implantations hollandaises en Insulinde. Mais il y a une économie monde, comme a dit Brodel, qui s'est constituée, qui porte sur la circulation des marchandises souvent qui sont des objets de luxe, mais qui sont créatrices des échanges marchands, faisant des objets d'usage, des valeurs qu'on peut échanger, réaliser, permettant, par le commerce, ce que Marx a qualifié d'accumulation du capital. Mieux que cela, l'Europe domine des espaces coloniaux qui sont mis en valeur par des esclaves pris en Afrique, qui contribuent du même coup à transformer l'Afrique dans ses profondeurs, car la chasse aux esclaves, c'est d'abord une chasse aux jeunes noirs africains susceptibles d'être transformés en esclaves dans les colonies. Alors bien entendu, cela a des contreparties, c'est que ce qui se passe dans ces colonies d'Amérique, c'est d'une part le développement de la plantation coloniale, donc on produit des valeurs, le sucre, l'aligot, etc., et des produits coloniaux, mais aussi un pillage des ressources locales. Par exemple, un historien extrêmement brillant et qui est de l'âge de ceux qui sont ici, Samir Boumedienne, a travaillé sur les emprunts culturels de l'Europe et de la France en particulier en Amérique latine, dans les colonies espagnoles, c'est-à-dire la découverte par exemple de l'utilisation du quina, pour combattre la fièvre, etc. On acclimate, on s'approprie d'abord ces biens culturels des populations d'Amérique latine pour ensuite en faire des biens marchands utiles à la vie même des sociétés occidentales. Donc la Révolution française, c'est en France, la France en Europe, et l'Europe qui est en train tout simplement de dominer le monde. Alors aujourd'hui, beaucoup d'historiens, notamment dans la sphère anglo-saxonne, contestent disent toujours passer par la Révolution française ou par l'Europe pour parler du monde à cette époque, c'est tout à fait abusif, c'est subordonner l'histoire des autres continents ou des autres peuples à une sorte d'européanisation des rapports internationaux, une vision finalement apologétique de la puissance européenne. Non, c'est une grave erreur de prendre les choses de ce point de vue. On peut comprendre la critique sous-jacente qui est de caractère identitaire et revendicatif, légitime, mais ce qui se produit et que les historiens ont maintenant très bien analysé, analysent d'ailleurs de mieux en mieux pour ce qui est de l'espace colonial, c'est tout simplement la mise en coupe réglée des espaces
intercontinentaux et des espaces maritimes par les puissances européennes, parmi lesquelles il y a la France, qui est le premier producteur, même si c'est l'Angleterre qui est le premier transporteur et le premier bénéficiaire de ces échanges internationaux. À voir de près, parce que le Royaume de France bénéficie d'un avantage majeur en raison de la liaison entre les Bourbons de Versailles et les Bourbons d'Espagne. C'est le commerce français qui domine les colonies espagnoles du point de vue commercial et du point de vue des rapports de force économiques. Bayonne, Bordeaux, Marseille, comme disait Michel Zilberberg, qui est un bon camarade qui est aujourd'hui décédé hélas, les piastres ont transporté des sacs de piastres de Bayonne à Marseille à faire crever les bœufs qui tiraient les charrettes. Il y avait assez énorme d'argent qui venait de ces colonies espagnoles. Une ville comme Nîmes, où j'habite, n'était prospère que par l'exportation de ces textiles en Amérique latine. Sa première fonction et sa première activité économique, c'était de fournir, répondre aux besoins vestimentaires et textiles des colons espagnols et portugais dans l'ensemble de l'Amérique latine. Voilà. Donc, bien repérer cet espace, cette France puissante, dominatrice dans son espace, à l'intérieur d'une Europe qui est en train de conquérir le monde, de soumettre, d'établir sa suggestion sur l'ensemble des mers et des continents. Avoir une vision large, c'est aussi repérer le temps. Le temps de la Révolution française, il faut le regarder sous trois critères, en quelque sorte. 3 éléments d'analyse. La très longue durée. La très longue durée, c'est-à-dire l'émergence de cette puissance française depuis le XVIe siècle, alors que parallèlement s'établit la domination de l'Europe sur le monde. D'autre part, mesurer ce qu'est ce moment particulier du XVIIIe siècle, dans lequel la Révolution française va s'établir, s'instituer, qui est le siècle des Lumières, en Europe et en Amérique du Nord. Le siècle des Lumières, c'est l'amorce de temps nouveaux dans lesquels on considère que la raison, la connaissance, le progrès, l'audace du savoir, comme dirait Emmanuel Kant, sapere aude, oser savoir, génère un esprit critique qui remet en question à tout instant à la fois les institutions, les croyances, les activités, en produisant en quelque sorte des ensembles d'idées, des idéologies qui sont éventuellement en conflit les unes avec les autres, mais qui ont pour but de rechercher les meilleures voies de la connaissance et du progrès. Et dans ce domaine, eh bien, c'est de France, bien entendu, que sont partis non pas les premiers éléments de cette mutation. Il faudrait penser à l'Angleterre, à Hobbes, à d'autres, mais ensuite c'est en France que la répercussion connaît à la fois sa plus grande étendue et sa plus grande efficacité. Et enfin, dire que cette période aussi de la fin de la deuxième partie du XVIIIe siècle, mais on discute. En France, les choses ont commencé dès la mort de Louis XIV, pendant la période de la Régence, ailleurs plus tardivement. Mais grosso modo, on peut dire qu'au XVIIIe siècle, une question se pose, c'est la question de la légitimité du gouvernement des hommes. On invente la philosophie politique en Europe. On l'invente littéralement. Comme un domaine de recherche, il faut analyser les pouvoirs et non seulement se poser la question de leur légitimité, mais de leur efficacité. De leur efficacité à la fois dans la durée et au regard des bienfaits supposés pour les peuples ou pour ceux qui gouvernent, etc. Donc la question de la philosophie politique, des institutions politiques, est devenue une question débattue et qui occupe une place énorme à l'intérieur du terrain philosophique. Alors, on peut penser à l'encyclopédie en France, mais il faut surtout penser à des noms d'auteurs qui en disent plus que beaucoup d'autres sur la lancée des premiers élans issus de la pensée de Machiavel en Italie, et à l'époque de la Renaissance. Nous, là, maintenant, on est en plein avec Hobbes, avec Locke, avec Jean-Jacques Rousseau, bien sûr, avec Montesquieu, avec tous leurs disciples. On est dans un moment où on s'interroge
sur la légitimité et la nécessité d'avoir un gouvernement des hommes. Alors, quand on pose la question, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le point de basculement du féodalisme vers le capitalisme, il ne faut pas le prendre comme une vision abstraite ou théorique, il faut le prendre comme ça s'est produit, c'est-à-dire à travers un véritable concret de pensée, je reprends cette expression de Marx, un concret de pensée, c'est-à-dire comment on peut penser cette chose qui est l'existence d'un pays, la France, le royaume de France, avec cette population-là, cette puissance, cette richesse, ces rapports difficiles à l'intérieur et puis aussi cette culture. Voilà, c'est à cette première question, j'ai répondu beaucoup trop longuement, mais je pense que c'est important pour qu'on n'ait pas une vision rétrécie, étriquée de la Révolution française, ramenée à n'importe quoi finalement. Merci beaucoup. Pour revenir plus précisément à la Révolution française en tant que telle, on peut s'interroger sur la durée de la Révolution française et sur quand est-ce qu'elle a commencé, quand est-ce qu'elle a terminé. Classiquement, on dit que la Révolution française a commencé le 14 juillet 1789 pour se terminer en 1799 avec Napoléon, ou est-ce qu'on pourrait avoir des temporalités différentes? Et pour reprendre la formule de Clémenceau, est-ce que la Révolution c'est un bloc dont on ne saurait rien dissocier? Ou alors est-ce qu'on pourrait choisir sa révolution entre une phase pacifiste légitime et une phase où le peuple s'est investi dans la révolution et où il y a la violence? Finalement, comment faire une chronologie de la révolution? C'est une question très importante celle-là, mais là on est déjà dans le débat. Voilà, le choix du début et de la fin de la Révolution indique déjà le type de démarche analytique, critique qu'on produit à son sujet. Choisir une date terminale de la Révolution française, c'est en même temps désigner le modèle de pensée à travers lequel on se situe. Alors, il faut bien qu'on rentre un peu dans les détails, car si on veut avoir une vision élargie et grande de la séquence événementielle qu'on appelle la Révolution française, il faut essayer de regarder un peu comment s'effectue la chronologie. Alors, c'est pour ça, dans les documents que j'ai demandé qu'on vous distribue, j'ai fait un rappel de dates institutionnelles sans introduire le moindre nom propre pour ne pas fausser l'analyse. Et on voit qu'il y a des tâtonnements et que la Révolution française, on ne sait pas très bien quand elle commence et quand elle se termine. Alors, regardons les dates de début, puis on verra ensuite les dates de fin possibles. Quand commence, quand s'achève la Révolution française? C'est une très belle question. Alors, les débuts, pour tout le monde, c'est 1789. Mais si on regarde parmi les dates que j'ai indiquées dans la chronologie, on peut se poser la question de savoir si c'est le jour où se réunissent, au pluriel, les États généraux convoqués par le roi au mois d'août 1788, c'est-à-dire le 5 mai 1789. On réunit les États généraux. Alors il y a la noblesse, le clergé et le tiers-État. Le tiers-État a autant de députés que la noblesse et le clergé, c'est-à-dire que toute la France, 98% des Français, sont représentés par un nombre de députés équivalent à la noblesse et au clergé additionnés. Le 5 mai, et dès le début, on comprend bien que c'est un problème. Ce qui représente la France ne représente en réalité que la société d'ordre en France. Et donc, quand elle se réunit, quand les États généraux se réunissent, on ne peut pas parler d'une révolution, c'est l'application d'un modèle de représentation politique qui est entièrement renvoyé à l'Ancien Régime, ce qu'on commence à appeler l'Ancien Régime. Alors ça pourrait être le 23 juin 1789, quand, et ça c'est formidable, quand les députés du tiers-État, qui représentent 98% de la population, mais qui ne sont ni la noblesse ni le clergé au point de départ, décident de se proclamer Assemblée nationale. Alors Assemblée nationale veut dire que désormais, c'est une révolution juridique, c'est une révolution dans les mots, c'est une révolution sémantique. Ce qui désormais est fondateur, ce n'est plus l'ordonnance du roi convoquant les États généraux, mais l'existence de la nation, Assemblée nationale. Ça, c'est un geste révolutionnaire, mais c'est un geste révolutionnaire limité à Versailles, avec des gens habillés en noir, d'autres des costumes chamarrés ou ecclésiastiques. Ça pourrait parfaitement être, au sens propre du terme, un échec, une tentative avortée. On
disperserait cette population d'élus plus ou moins mal élus d'ailleurs, ou élus de façon tellement arbitraire et antiquisante qu'on pourrait ne pas leur reconnaître une véritable représentativité. Donc pour dire que le 23 juin 1789, c'est le début de la Révolution française, c'est parce que, si on le dit, c'est parce qu'on a en tête ce qui s'est passé après. Alors l'autre date, ce serait le 14 juillet 1789. Là, tout le monde est d'accord. Pourquoi ? Parce que là, c'est l'appareil militaire de la monarchie qui est battu par des gens qui se disent citoyens et qui ont pris les armes et qui font tomber la Bastille. Mais aujourd'hui, des historiens comme Jean-Clément Martin, et avec de bons arguments, développent l'idée que les véritables journées, c'est lorsque, au 5 et 6 octobre, on a ramené le roi, la reine et le dauphin à Paris. On les a extraits de Versailles pour les mettre au lieu de la capitale, la principale cité urbaine, devenue la capitale de cette nation française. Alors, vous voyez, 5 mai, 23 juin, 14 juillet, 5-6 octobre, il n'y a pas une date qui marque le début de la Révolution française. C'est un processus. C'est un mouvement qui s'inscrit en quelques mois de traumatisme et d'accélération. Mais beaucoup disent aussi, en 1788, c'est une année de rébellion particulièrement significative. Le phénomène rébellionnaire de Jean-Nicolas, en 1788, il explose partout. Il explose partout, en partie pour des raisons politiques, parce qu'en soulevant la question de la convocation des États généraux, le roi a été obligé d'accepter qu'il y ait une campagne électorale, c'est-à-dire que des points de vue s'expriment. Donc il y a une liberté de la presse, et donc des opinions s'affrontent. Donc 1788, c'est une année d'agitation, du mois d'août jusqu'à l'année suivante, une période d'agitation idéologique, intellectuelle, culturelle. Il faut ajouter à cela qu'en 1788, il y a des émeutes. Contre quoi ? Eh bien, contre les droits seigneuriaux, ici ou là. Contre les privilèges, par exemple des seigneurs, de récupérer les 2/3, dans quelques provinces, des biens communaux des paroisses, dont seuls les exploitants, théoriquement, ont l'usage. Bref, il y a des conflits graves partout, dans toute la société. Mais des conflits qui peuvent être extrêmement sanglants, par exemple dans le Mâconnais, avec des insurrections paysannes réprimées durement, ou en Normandie, ou en Bretagne, ou en Alsace. Et l'appareil de répression de la monarchie agit avec une brutalité, accompagnée d'ailleurs d'une désignation de ces insurgés par des mots qui les dévalorisent. En Normandie, on dénonce ceux qui s'émeutent comme ça, qui se rameutent, qui se rassemblent. On dit les carabos. Alors les carabos, ça fait créer la panique complète. C'est des hors-la-loi qui viennent occuper le terrain de la civilisation. Donc l'année 1788, c'est une année, il faut bien le dire, de lutte sociale. On peut même employer l'expression quelquefois de lutte de classe, qui culmine dans un moment tout particulier, lors de l'émeute de la manufacture Réveillon, à Paris, dans le faubourg Saint-Antoine, où la troupe est appelée à tirer sur les grévistes, et plus d'une centaine de morts, fusillés à bout portant. Là, nous sommes dans l'affrontement de classe, en quelque sorte, qui intervient au moment même, quelques semaines avant, la réunion des États généraux à Versailles. Donc, certains disent, mais avant la Révolution, il y a déjà la Révolution, il y a une pré-révolution. C'est le mot qui avait été inventé par un vénérable historien de Grenoble, Jean Aigret, dans les années 1940. Parce que comme il était là-bas à Grenoble, il y avait eu des émeutes, la journée des Tuiles, des choses comme ça. On avait réuni les États provinciaux du Dauphiné. Il dit, mais c'est déjà comme en 89, dans le Dauphiné, en 1788. Donc il faut parler d'une révolution qui commence par une pré-révolution. Donc le point de départ, vous voyez que c'est difficile. Alors on va chercher une solution de compromis. La solution de compromis, c'est au moment d'une grave crise, qui est à la fois une crise économique, une crise fondamentale, une crise politique, une crise morale, des dernières années, dans les dernières années du XVIIIe siècle. Et puis on évitera de se fixer sur un aspect soit juridique, soit de lutte de classe, soit de répression. La terminaison, alors là,
c'est déjà compliqué pour le début, mais la terminaison de la Révolution française, alors là, ça devient spectaculaire. Le document qui vous est distribué, c'est pour ça que je l'ai prolongé jusqu'à la Troisième République, jusqu'en 1877, jusqu'à la défaite de MacMahon. Alors, certains ont dit que la Révolution française s'arrête en 1815. À bon droit, ça n'est pas totalement idiot. Par exemple, mon ami et camarade Raymond Huard, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, à Nîmes, a fait une conférence sur Napoléon Gaillard. Ça ne vous dit rien, Napoléon Gaillard. Mais c'était un barricadier de la Commune de Paris en 1871. Il est né en 1815. Il est né précisément au moment de la défaite de Napoléon. Et ses parents, qui étaient des cordonniers de Nîmes, sachant très bien que leur fils serait un jour cordonnier comme eux, l'ont appelé Napoléon. Alors, pourquoi ? Parce qu'il était révolutionnaire. Et Napoléon, ce sera le premier communiste nîmois, si j'ose dire. Il a été ensuite néo-babouviste, etc. Et il s'appelait Napoléon. Il y en a d'autres qui s'appelaient Napoléon. En 1815, chez les Républicains, on appelait Napoléon ceux qui étaient contre les Bourbons. Marquant ainsi que 1815, c'était la contre-révolution, et donc que la révolution, enfin quelque chose de la révolution continuait sous Napoléon. Et d'ailleurs, la contre-révolution elle-même tenait Napoléon pour un héritier de la révolution. Tout le monde connaît le fameux mot du chancelier d'Autriche, du chancelier d'Habsbourg, vainqueur de Napoléon, enfin vainqueur par la bande, hein, parce que quand il dit Napoléon, c'est Robespierre à cheval. Donc beaucoup considèrent que la Révolution française s'achève avec Napoléon. Et qu'ensuite la question déterminante, c'est la question politique, et celle-ci va être en suspens de 1815 jusqu'au moment où la Troisième République en France est consolidée, définitivement établie par la défaite de MacMahon en 1877. Ça, c'est la thèse de François Furet. Pour Furet, François Furet, dans ses ouvrages des années 1970-75, développe l'idée que la Révolution française est un cycle qui s'achève avec la Troisième République. Et que jusque-là, il y a des allers-retours, des compromis, des avancées, des reculs, des épisodes en quelque sorte. Mais que la Révolution française trouve son aboutissement, elle est donc morte avec la Troisième République. Et pour lui, c'est très important qu'elle soit morte. Hein. Donc, il fallait trouver une date de mort pour qu'on puisse dire qu'elle est enterrée, quoi. Je reviendrai sur Furet plus tard, mais enfin, on a le temps de s'amuser. Alors, en général, non, cette vision-là est une vision tellement ouvertement, comment dirais-je, républicaine bourgeoise, pour le dire d'un mot, qu'elle n'est jamais retenue par les historiens, sinon pour des débats théoriques. Mais enfin, il vient de sortir un livre très important, très intéressant, d'un grand historien italien, Antonino De Francesco. Hein, le bouquin vient de sortir, j'ai eu le temps de le lire avant d'arriver. C'est un gros livre. Le titre en est significatif. La guerre de 200 ans, une histoire des histoires de la Révolution française. Et lui, il dit, eh bien, la Révolution française est un organisme vivant jusqu'à la Troisième République. Il reprend la thèse de Furet, non pas de façon linéaire, mais en montrant qu'elle est tellement présente dans le débat politique et idéologique qu'on ne peut pas faire comme si elle était terminée, pas plus en 1799 ou en 1800 qu'en 1815, et même en 1830 ou 1848, etc. Et la Commune, d'une certaine façon, en marquerait l'épisode terminal. Donc c'est une question importante, la date terminale. Mais celle qui est généralement retenue, c'est évidemment 1799, le 19 Brumaire, c'est-à-dire le lendemain du 18, où Bonaparte prend le pouvoir et rétablit une esquisse de monarchie. Hein. La prise du pouvoir par le général Bonaparte marque le retour à la monarchie, donc au niveau des superstructures politiques, en faisant en quelque sorte le sacrifice de toutes les formes démocratiques, le terme existait déjà à cette époque, qui accompagnaient l'institution de la République depuis 1792. Alors 1799, c'est la date terminale pour presque tout le monde. Le 18 Brumaire marque la fin de la Révolution. Mais pourtant, tous les codes issus des législations révolutionnaires, tous les codes, ont été écrits pendant la période napoléonienne. Le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, le code de commerce, tous les codes ont été écrits dans la période napoléonienne, c'est-à-dire entre 1799 et 1815.
Alors d'autres historiens considèrent que, évidemment, là on est dans la France moderne bourgeoise, dans la France conservatrice d'une certaine façon, qui s'est libérée de la monarchie, mais qui demeure, disons-le d'un mot, un état de classe dans lequel les puissants sont les propriétaires, les notables. C'est pourquoi, pour ceux qui voient dans la Révolution française essentiellement une immense rébellion gagnante, la date terminale, c'est 1794. Et même tout simplement le 9 Thermidor en 2, 27 juillet 1794, la chute de Robespierre. Alors ce courant, c'était la Révolution française telle qu'Albert Mathieu l'avait écrit, s'arrêtait là. Après, c'était autre chose. C'était la France bourgeoise, plus ou moins républicaine. Et aujourd'hui encore, des historiens défendent cette date. Et pas n'importe qui, Florence Gauthier, tout un courant de pensée, je dirais un peu gauchisant, mais qui ont de bons arguments. Parce que le 9 Thermidor, c'est quand même le moment où l'idée de démocratie politique et sociale, le cas échéant, là-dessus on discutera, mais politique, ça certainement, reflue au profit de l'idée du gouvernement représentatif, c'est-à-dire le gouvernement auquel aspirait la bourgeoisie, les notables. Alors 1794, fin de la Révolution. Et si on dit cela, on réduit la Révolution française à son mouvement populaire. La chronologie des mouvements populaires que je vous ai fait distribuer dans le document, si vous le regardez, si vous y réfléchissez, vous constaterez que tous les mouvements populaires sont antérieurs. En particulier dans les campagnes, il n'y a plus de jacquerie après 1794. Les paysans se sont divisés en catégories multiples. Ceux qui n'avaient pas de terre n'en ont pas, toujours pas, parce qu'on n'a pas touché à la propriété, mais tous ceux qui étaient plus ou moins dépendants des seigneurs, de la noblesse, etc., ont été émancipés. Et donc la campagne devient un lieu de conservatisme. Certains ont retenu une autre date pour la fin de la Révolution française, et pas n'importe qui. François Mignet, en 1824, première histoire de la Révolution française j'allais dire scientifique, enfin fondée sur une exploitation rigoureuse de quelques documents. Je voyais la fin de la Révolution française le jour du premier prairial en 3, le 20 mai 1795. Et il avait ce mot, parce que c'est ce jour-là que les sans-culottes ont été désarmés, et il a cette formule magnifique, on a licencié la multitude. Et pour lui, la Révolution française s'achève lorsque la multitude est licenciée et qu'il n'y a plus de mouvement populaire. Dès lors, on est dans le projet des Lumières, d'un gouvernement rationnel, dans une économie dominée par les vraies valeurs de la marchandise, du profit, etc. Bref, pour Mignet, la fin de la Révolution française. Alors il est un peu handicapé quand même, parce que l'année suivante, 1795, il y a la conspiration de Babeuf. Mais c'est une conspiration minoritaire qui est une survivance. Donc il fait abstraction de ça, il dit simplement, là maintenant c'est dans les idées. Dans les idées. Évidemment, l'idée communiste, babouviste. Donc, vous choisissez. Et comme il est difficile de choisir, un historien a constaté en 1938, 37, 38, 39, 38, que c'était difficile de marquer une fin. Le début, on arrive à s'en tirer à peu près entre 88 et 89, mais la fin. C'est Georges Lefebvre. Il fallait qu'il rédige pour un comité d'État un projet pour le 150e anniversaire de 1789. Il a donc écrit une brochure, un petit bouquin, 1789. Et il dit, voilà, il faut être raisonnable. Il y a eu plusieurs révolutions dans la Révolution française. Il y a d'abord eu en 1788 une révolution des notables et des privilégiés qui trouvaient que la bureaucratisation de l'État touchait à leurs privilèges. Ils n'acceptaient pas les réformes. Donc il fallait contraindre les notables à accepter quelques réformes, les nobles. Et voilà, donc il y a une révolution aristocratique, 1788, qui échoue complètement. Puis il y a une révolution juridique, une révolution politique de la bourgeoisie et du tiers-État, 1789-1791. Puis à partir de 1792, avec la proclamation de la République, il y a une République populaire qui met la démocratie politique au centre des aspirations, parce que par la démocratie politique, on peut essayer de changer la société. Alors là, il y a un foisonnement d'idéologues, de chefs, de représentants des couches populaires. Ce sera la révolution sociale,
hein, l'épisode de révolution sociale du jacobinisme, dit Georges Lefebvre. Et puis après, alors il y aura la révolution des paysans qui ont gagné. Ils ont gagné quoi? La fin du féodalisme. Et comme tel, ils s'inscrivent dans la France rurale du 19e et du 20e siècle. Donc on a eu plusieurs révolutions qui s'emboîtent les unes dans les autres. La Révolution française n'est plus un processus unificateur, c'est un processus qui révèle les fractures d'une société en plein mouvement. Alors, vous comprenez qu'avec des thèses de ce genre, Georges Lefebvre n'a pas fait un tabac pour le 150e anniversaire de 1939. Et je vous le dis si vous ne le savez pas, mais certains ici le savent déjà, le premier livre qui a été pilonné par les nazis et nommément à la demande de Rosenberg, l'idéologue du parti nazi après l'occupation de Paris, ça a été le pilonnage du livre de Georges Lefebvre, 1789. Et c'est pourquoi on a été... les éditions sociales, dès 1945, l'ont réédité, enfin, depuis, et j'ai eu l'honneur de préfacer une édition allemande du 1789 de Georges Lefebvre, dans laquelle j'ai rappelé à l'usage public allemand que c'était le premier livre que les nazis avaient liquidé en arrivant à Paris. Alors, ça nous amène à une réflexion. Si on a ces débats et s'il nous faut choisir un début et une fin, c'est parce que la Révolution française a deux caractères. Elle est à la fois une révolution bourgeoise, pour le dire d'un mot, mais on va y revenir, hein, et d'autre part une révolution populaire. Et quelqu'un l'avait parfaitement vu et établi, c'est Jean Jaurès, dans l'histoire socialiste de la Révolution française, 1901-1903. Il compare, il dit, d'abord, il n'y a pas qu'une révolution bourgeoise en France, il y en a eu partout. Il y a eu des tentatives au Danemark, aux Provinces-Unies, même dans la partie belge de Belgique, de l'État multinational des Habsbourg, et puis bien sûr en Angleterre au XVIIe siècle, en 1640, avec Cromwell, première révolution qui a d'ailleurs conduit à l'exécution d'un monarque, Charles Ier, qui a été décapité, un régicide. Et donc, partout, il y a eu des révolutions à contenu bourgeois qui visaient à réaliser des objectifs qui étaient ceux de la bourgeoisie roturière, pour le dire d'un mot, et rapidement, et de la paysannerie. Mais le seul pays qui ait eu une révolution bourgeoise avec une participation populaire, une présence populaire massive et décisive dans les moments les plus tendus, 1789, 1792, 1794, c'est la Révolution française. Et Jaurès à ce mot, face aux révolutions conservatrices et étroitement bourgeoise, la Révolution française est profondément démocratique et populaire. Alors ça, c'est son ambiguïté, et c'est pourquoi elle fait l'objet de tels débats d'appropriation et de réflexion. Bon, alors, il nous reste après 20 minutes. C'est un peu long. 20 minutes de débat direct avant les questions de la salle. Donc, on va passer les grands hommes. Oui. C'est pas grave. Oui, les grands hommes, on va passer dessus. Je voudrais, c'est quand même... Non, dans le document que je vous ai distribué, il n'y a pas de nom propre. J'ai évité ce débat. Simplement... En un mot. En un mot, oui. La question, c'est qu'il n'y a jamais de grands hommes, mais il y a des hommes qui sont porteurs de valeurs symboliques, indépendamment des discours qu'ils tiennent. Et certains sont réduits à cette identification qu'on projette sur eux, et dont eux-mêmes se servent d'ailleurs éventuellement. Mirabeau, par exemple Brissot. Brissot, c'est le type même girondin, il était pour une expansion du commerce français en Europe. Sa grande idée, et c'est pourquoi il était soutenu par les Girondins de Bordeaux, par les milieux négociants, etc., c'est qu'il fallait profiter de la Révolution française quand elle était plus moderne, et sur la puissance française, pour assujettir les autres pays d'Europe, qui eux-mêmes étaient en train d'assujettir le monde. Donc c'est une vision proto-impérialiste, en quelque sorte, de la Révolution française. Les questions intérieures, dit-il, se régleront dans la conquête du monde. Alors, je résume, hein, parce qu'il dit ça avec beaucoup plus de finesse, bien entendu. Voilà. Donc il y a des types d'hommes dans cette révolution. Et il y en a un qui incarne le caractère à la fois bourgeois et populaire, c'est Maximilien Robespierre. Il incarne la Révolution française
dans son processus, dans son mouvement, les 5 années de 1789 et 1794. Alors, ça fait l'objet de discussions. Par exemple, j'ai des longues discussions avec mon ami Levers, qui a fait une magnifique biographie de Robespierre. Qui viendra le 19 mars. Mais qui viendra le 19 mars, il vous en parlera. Donc, on fait l'impasse sur les grands hommes, vous les retrouverez abondamment par la suite. On a souvent fait la passe. Alors, je passe. Quel bilan, maintenant qu'on a dressé la frise, quel bilan pour le moment révolutionnaire, Claude Mazorik, peut-on caractériser la Révolution française comme la matrice du monde politique occidental et ses représentations, comme le moment où se forgent les notions du politique et qui finalement nous nourrissent toujours? Brièvement. Oui, mais vous comprenez que c'est très difficile d'être bref sur la Révolution française, parce que toutes les questions, même les plus minimes, entraînent inévitablement un référentiel bibliographique d'auteurs et de problématiques qu'il est difficile d'y répondre simplement de façon linéaire et de façon aléatoire. Difficile. Ce que je voudrais dire à ce propos, c'est que il y a eu des gens lucides sur ce qu'était cette Révolution française. Et parmi les plus lucides, il y en a un que je voudrais citer, pas parce que c'est un de mes compatriotes, il est savoyard comme je le suis, c'est Joseph de Maistre. Et je voudrais simplement, ça vous distraira, Joseph de Maistre. Alors Joseph de Maistre, c'est pas n'importe qui. Il était un agent, il était un cadre du royaume de Piémont-Sardaigne. Il est de Chambéry où il est né. Et quand la Savoie est devenue, en 1892 et 93, est passée sous le contrôle des armées françaises, qui ont libéré la Savoie et qui ont fait de la Savoie une province française, Joseph de Maistre s'est réfugié à Lausanne où il a monté une officine d'espionnage et de provocation contre l'occupation française de la Savoie. Puis, quand l'affaire a été liquidée, il est devenu l'ambassadeur personnel du tsar de Russie. Il est parti en Russie. Et il a écrit une quantité de livres énormes sur la Révolution française, d'une hostilité phénoménale, et en même temps, de manière sous-jacente, il y a une admiration pour cette révolution qui est pour lui démoniaque. Alors, je vais vous dire un simple passage, mais qui vous montre à quel point le traumatisme est profond et touche aux profondeurs même des sociétés d'Ancien Régime. Extrait des Considérations sur la France de 1796, c'est-à-dire qu'on est dans le directoire. Enfin, plus on examine les personnages en apparence les plus actifs de la Révolution, avec majuscule, et plus on trouve en eux quelque chose de passif et de mécanique. On ne saurait trop le répéter. Ce ne sont point les hommes qui mènent la Révolution, c'est la Révolution qui emploie les hommes. On dit fort bien quand on dit qu'elle va toute seule. Cette phrase signifie que jamais la divinité, alors la nécessité, la force supérieure, ne s'était montrée d'une manière si claire dans aucun événement humain. Si elle emploie les instruments les plus vils, c'est qu'elle punit pour régénérer. Alors toute la pensée de Joseph de Maistre, c'est celle-ci. Le péché des sociétés, c'est le marché, c'est le pouvoir civil. C'est la fin du pouvoir exercé par les autorités naturelles, la famille, le père de famille, le prêtre, etc. Et cela, c'est l'Ancien Régime. C'est l'évolution de la société d'Ancien Régime. C'est ces monarchies. Donc, la Révolution française, c'est le moment où Dieu a puni les sociétés pour s'être laïcisées, en quelque sorte, sécularisées. Et cette punition, c'est une punition pour ses péchés antérieurs. Mais, dit Joseph de Maistre, dès 1796, ça continue. Et même ça s'accélère, puisque certains qui sont contre la Révolution française pratiquent exactement ce qu'elle est en train de mettre en place chez elle. En conséquence de quoi, puisque le péché continue, la contre-révolution est vaincue et la Révolution l'emporte. Donc la Révolution est une sorte de grande tempête, un grand vent qui entraîne le monde dans une histoire parfaitement incontrôlée et qui est une histoire contre Dieu. Alors ça nous mène au problème
cette lucidité de la contre-révolution nous mène au problème de la structure de la révolution elle-même. Alors, pour aller vite, je vais être très rapide. Dans la révolution, après tout ce que je viens de dire, vous avez compris qu'il faut analyser deux étages, en quelque sorte, deux des éléments de la structure qui la compose. Il y a d'abord l'espace du politique, on dirait de la superstructure, pour aller plus vite. Mais j'aime pas aller très vite. J'aime pas aller très vite parce que c'est quand même compliqué. La Révolution française résout des questions qui sont posées par j'ose pas dire les politologues de l'époque, mais enfin par les penseurs philosophes qui s'intéressent au gouvernement des hommes, notamment Rousseau. C'est une révolution dans le gouvernement des hommes. Elle établit à la fois des formes pensées, théoriques, programmatiques, de ce que pourrait être un autre État, une république, alors sans monarque bien entendu, mais une république comment? Alors, avec une représentation élective, une démocratie représentative, ou une démocratie d'assemblée, une démocratie corporative, toutes ces questions sont posées. Donc, la Révolution française, c'est d'abord une révolution qui pose la question politique de comment les hommes se gouvernent. Et parmi ceux qui pensent à cette question, les plus avisés, les plus cultivés, ce sont justement ces bourgeois intellectuels qui inventent le terme du gouvernement représentatif. Alors où les trouve-t-on? Eh bien, on les trouve évidemment parmi les disciples des libéraux, mais qui savent approvisionner en quelque sorte leur pensée théorique de la lecture de Hobbes, de Locke, de Montesquieu bien entendu, qui n'est pas, comme l'avait dit Althusser, un penseur féodiste, mais qui est un penseur de la réalité même des nations en train de se constituer, et de Rousseau, bien entendu. Alors, la question, rapidement, est celle de choisir entre un gouvernement représentatif dont les formes peuvent varier, mais qui doivent garantir la liberté, la propriété et l'égalité civile, c'est-à-dire un gouvernement représentatif qui peut éventuellement prendre des formes de représentation démocratique, ou alors un gouvernement fondé sur l'expression directe de leur volonté par ceux sur lesquels cette volonté s'exerce, c'est-à-dire par le peuple, c'est-à-dire la démocratie politique. Donc la Révolution française offre deux modèles de développement possible des sociétés, sur le plan superstructurel, sur le plan politique. Le régime représentatif libéral, c'est celui de Benjamin Constant, Madame de Staël, du groupe de Coppet, d'ailleurs ils se réunissent entre eux pour en discuter, et ils le font à Genève. Alors, je pourrais parler de Genève pendant des heures. Et puis, d'autre part, la démocratie qui est le modèle, la démocratie bolchevique, qui est le modèle des Jacobins, qui pensent que les peuples sont doués pour leur intérêt, pour leur bien, et ne peuvent pas imaginer de mettre en place un pouvoir qui irait à l'encontre de leurs intérêts, de leurs aspirations. Donc on joue la carte de transformer le mouvement populaire en mouvement démocratique. Alors on trouve ça chez Barras, on le trouve chez des épigones un peu isolés, mais qui ont été très représentatifs des milieux populaires parisiens. Je pense à Jacques Roux, par exemple, sur lequel on vient de publier enfin la thèse admirable d'un historien de l'Allemagne de l'Est, de RDA, Walter Markov, qui nous montre comment cette flamme de la démocratie politique est un élément central dans la recherche de la transformation sociale des sociétés. Et puis enfin, la Révolution française, c'est aussi une révolution qui a été une révolution bourgeoise par ses effets. Alors là, sur le concept de révolution bourgeoise, alors encore il faudrait des heures, mais je vais abandonner mes papiers et dire à des choses plus simples. Révolution bourgeoise, elle l'est, parce que son résultat, c'est de donner le pouvoir à la bourgeoisie française, bourgeoisie nationale, dans toutes ses dimensions et dans toutes ses formes d'unification. Ce n'est pas Marx qui l'a découvert, ce n'est pas les communistes qui le racontent, ce sont les historiens libéraux de la période libérale du XIXe siècle. Tous, sans exception. Mignet, Thiers, Quinet, Tocqueville, etc. Tous insistent sur le fait que la Révolution française a abouti à donner le pouvoir à une bourgeoisie qui a rassemblé en son sein tous les notables, tous les propriétaires, y compris les anciens nobles.
Donc c'est une révolution bourgeoise par ses effets, parce que la bourgeoisie est une classe progressiste. Elle nous donne une bonne administration, c'est le gouvernement représentatif et c'est le développement, comme on dirait, des forces productives, hein, du machinisme, etc. Donc dans ses effets, elle est bourgeoise. La question c'est de savoir si elle l'est dans son essence. C'est ça le vrai débat, le débat théorique. Est-ce que c'est une révolution bourgeoise par essence ou par effet? Par effet, personne ne le discute. Même Furet ne le discutait pas. Dans ces 2 volumes qui ont fait l'objet d'une bataille acharnée entre, j'allais dire moi et lui, mais nous et eux, le jugement qu'il porte sur la période du Directoire, c'est la victoire de la bourgeoisie. Point, c'est tout. Mais la question, c'est de son essence. Alors, pour résoudre cette question, savoir s'il est bourgeois dans son essence, il faut identifier la bourgeoisie à une classe porteuse d'un autre mode de production que le mode de production dit féodal, entre guillemets, du féodalisme, et d'autre part, penser que cette classe porteuse, par ses intérêts de classe, en quelque sorte, a mis en échec, en quelque sorte, les formes anciennes des rapports sociaux dans le mode de production féodal. Alors là, c'est un vrai débat de fond qui classe la Révolution française comme un moment particulier de la transition entre les modes de production, on dit maintenant pré-capitaliste pour n'en oublier aucun, mais disons féodal dans notre espace géopolitique, et d'autre part le régime capitaliste, le mode de production capitaliste qui vient ensuite. Alors j'avais tout un développement important pour rappeler que là, on ne peut pas faire retour à Marx et à la manière dont il a vu, par l'évolution même du capitalisme, à quel point la Révolution française épousait la transformation interne que le capital lui-même s'inflige, si j'ose dire, pour devenir hégémonique dans la société. Bon, alors, ça fera l'objet éventuellement de compléments. Voilà. Alors, il reste une seule question. Hein. Et oui, il reste une seule question. La bataille mémorielle. Oui, voilà. C'est enjeu très politique, toujours là, toujours présent. Vous avez compris pourquoi, je crois, tout simplement, parce que tout ce que j'ai dit, pourquoi, plus de 200 ans après, on continue à faire de la Révolution un objet à la fois d'une bataille, c'est l'objet d'une bataille, entre des camps, entre des points de vue différents, opposés, qui reflètent des batailles d'une autre nature et d'une autre ampleur, qui touchent à la contemporanéité de nos sociétés. Et puis d'autre part, c'est une bataille qui passe par l'intermédiaire comment dirais-je, par l'intermédiaire du patrimoine historiographique. Alors, c'est pourquoi, dans le document que je vous ai distribué, j'ai fait une petite note à la fin d'historiographie. Car en réalité, la bataille qui a lieu aujourd'hui est une bataille qui se déroule à la fois sur le terrain idéologique et sur un terrain plus professionnel, si j'ose dire, en tous les cas plus limité, par le champ de ceux qui y participent, qu'est le domaine historiographique. Pour comprendre cela, il faut partir d'un fait. Comment est-ce qu'on a connu la Révolution française? Comment est-ce qu'elle a pénétré dans la connaissance des gens, du public et de ceux qui se donnent pour vocation de penser? Eh bien, tout simplement par d'abord les mémoires, la mémoire des épisodes, la guerre, la Révolution, la guillotine, tout ça, les personnages, les récits familiaux, puis ensuite les premiers travaux de compilation. Alors il y a un nom qui est dans la feuille que je vous ai distribuée, c'est le nom de Toulongeon. C'est le premier qui, se posant la question, il travaillait pour Bonaparte, premier consul. Il s'est dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on fait pour gouverner? Sur quelles lois quelles sont les lois sur lesquelles on va s'appuyer pour gouverner? Lois et décrets. Alors il rentre dans le détail et il fait les premières compilations. Le premier retour vers les archives, vers les traités de paix, vers les discussions militaires, etc. Et il donne un premier récit de la Révolution française qui a un semblant de distanciation par rapport à l'objet pour le rendre utile. Et à la suite de cela, s'est mise en place une sorte d'histoire de la Révolution française qui va occuper tout le terrain culturel pendant 50 ans, à partir de 1815, accompagnée d'une publication massive de mémoires, de textes
chez des libraires parisiens qui ont fait d'ailleurs des fortunes colossales en vendant ces ouvrages. Ça, c'est la première partie. Construction, je dirais, d'un récit de la Révolution française, avec toutes les variations qu'on peut imaginer. Puis il y a un deuxième temps qui correspond à la pénétration dans les sciences humaines, en particulier en histoire, mais aussi en anthropologie, pour le dire d'un mot englobant, du travail du positivisme, c'est-à-dire la recherche de la connaissance, la recherche du vrai par le détour de l'enquête, de l'identification des sources et de la production d'un récit vérifié par d'autres sources. C'est la méthode historique. Alors, la méthode historique n'est pas dépendante de la Révolution française, elle s'est exprimée dans tous les pays d'Europe, en particulier en Allemagne avec Ranke, mais chez nous aussi, avec la création de l'école méthodique. Et donc, d'un seul coup, à partir des années 1840, 1850, on discute dans le détail, et avec des personnages qui ont fait un peu l'un et l'autre, comme Michelet, on s'est mis à découvrir la Révolution française, non plus à travers le récit qu'on avait hérité, dont on avait hérité, mais à travers la recherche dans les sources qu'on peut identifier. Et alors, là, on tombe sur des kilomètres de papier, car la Révolution française a tout écrit. On est dans le domaine de l'écriture, du papier, de l'impression. Alors, il y a toutes ces sources, les journaux, les gazettes, on fait le classement des archives départementales, etc. Et alors, tout le monde travaille là-dedans. Quelle que soit l'idée qu'il se fait de la Révolution française, il ne peut plus en parler sans faire ce travail d'identification de l'objet à partir de ses sources. Et du coup, le récit change d'allure et la valorisation des sources contribue à alimenter le débat sur l'interprétation même du phénomène Révolution française. Alors, il a le bouquin dont je vous ai montré ici, celui qui vient de sortir, il y a un mois qu'il est ici, c'est un ouvrage, une synthèse d'Antonino de Francesco, La guerre de 200 ans, une histoire des histoires de la Révolution française, qui fait le point, de manière très honnête, sur ces conflits multiples, qui dégagent à la fois un champ historiographique qui accompagne l'existence d'un autre champ, qui est le champ polémique, le champ des batailles d'idées, le champ idéologique. L'un et l'autre ne se recouvrent pas exactement. Et l'un alimente l'autre. Le champ historiographique alimente le débat idéologique et le débat idéologique pèse sur le travail proprement des historiens et sur l'utilisation des sources. Et nous en sommes là. Alors, je vais terminer simplement par 3 mots que je considère comme importants. J'étais même venu avec cette intention de ne parler que de ça, ou presque, et j'ai manqué mon propos. C'est l'ouvrage de Michel Vauvel, le bicentenaire, à propos du bicentenaire de la Révolution, intitulé « La bataille du bicentenaire de la Révolution française » paru en 2017. Et ce livre, Michel Vauvel l'a écrit 3 fois. J'avais lu la première mouture, j'avais fait plein d'observations, de compléments, il me le demandait d'ailleurs, et il présentait la chose de la façon suivante, dans sa première mouture. Nous avons perdu la bataille du bicentenaire. D'ailleurs, François Furet disait « j'ai gagné ». Parce que même dans les manuels d'enseignement du premier et du second degré en France, a fortiori dans d'autres pays, la Révolution française est présentée comme une révolution du progrès, mais traînant avec elle des bavures populacières. On ne disait pas encore populisme, mais bref, la gangue, la guillotine, Robespierre, la terreur, etc., etc. Et donc, on dissociait dans la Révolution française ce qui pouvait être envoyé au mouvement populaire et considéré comme une expression passive des forces de la misère et de la colère, disait François Furet, reprenant l'expression de Michelet. Et puis de l'autre, alors on a une révolution des Lumières, du progrès, qui conduit à la démocratie représentative, bref, à la société heureuse dans laquelle nous vivons. C'est le fondement même du néolibéralisme. Et Michel Vauvel, son idée, c'est que nous avions perdu la bataille du bicentenaire à laquelle il s'est consacré parce qu'il a été chargé de la responsabilité dans le domaine historiographique, mais qui, comme je l'ai dit, influe sur la discussion politique et l'inverse.
il est revenu sur cette idée. Mais il est revenu sur cette idée de façon un peu déceptive. Il aurait voulu que les grandes découvertes, notamment tout ce qu'il a apporté lui-même sur les mentalités révolutionnaires, sur les transformations culturelles, sur les formes politiques à travers lesquelles le processus politique de la Révolution s'est mis en place, etc., il aurait voulu que tout cela rentre dans le domaine public et occupe tout le terrain médiatique, par exemple la télévision, les journaux, etc. Ça ne s'est pas produit. Et en réalité, on est dans la situation aujourd'hui où on a un espace médiatique, public, dans lequel les thèses de Furel ont emporté et sont même devenues l'un des fondements du néolibéralisme qui domine dans la société, dans le débat politique. Et de l'autre côté, un débat historiographique dans lequel... Mais c'est Michel Vauvel qui a gagné. Je personnalise comme on fait toujours, c'est bien normal, mais c'est le courant, au contraire, qui voit dans la Révolution française à la fois la présence populaire dans ses exigences multiples, quelquefois contradictoires en tous les cas, qui ne s'identifient pas les unes aux autres. Les paysans, ce n'est pas les sans-culottes des villes, ni les compagnons, ni les ouvriers. Je rappelle d'ailleurs qu'il y avait 1 million d'ouvriers salariés dans la France de 1789 et qu'on commençait à y sentir les prémices de la révolution industrielle, hein, comme Marx le dit dans le Capital. Et alors, sur ce plan proprement historiographique, aujourd'hui, quand on regarde le mouvement de l'historiographie dans le monde entier, c'est cette problématique-là qui l'a emporté. On insiste donc à quelque chose d'assez étonnant. D'un côté, la dévalorisation du mouvement révolutionnaire français en raison de son contenu populaire domine largement dans les opinions publiques, dans les espaces médiatiques et dans je dirais, le current, comme on dit aux États-Unis, en Angleterre, dans le courant des choses, dans la presse, le crétinisme l'emporte, si l'on veut. Et puis d'autre part, dans le milieu des chercheurs et des enseignants-chercheurs, des universités, alors là, la défaite de Furet, elle est considérable. Il a été complètement battu. En 50 ans, on a eu sa peau idéologique. Et c'est la raison pour laquelle, quand mon ami et mon frère Vauvel est décédé, on m'a demandé de dire 2 mots devant son cercueil à Aix-en-Provence, où il a été inhumé. J'ai dit ces mots par lesquels je vais conclure. Mon cher Michel, dans cette somme extraordinaire de savoir et de ferveur que tu as écrite, puis 2 fois réécrite, enfin publiée en 2017 aux éditions de la Découverte sous le titre « La bataille du bicentenaire de la Révolution française », tu déclares à propos de la place que l'avenir te réservera parmi les historiens de notre temps, et je cite, « J'ai été touché par l'hommage qu'on m'a rendu. Il s'agissait en l'occurrence de celui unanime qui t'avait été réservé, ainsi qu'à l'ensemble de ton œuvre par les historiens du monde anglo-saxon, réunis à Paris en 2004, à l'initiative de la Western Society for French Social Studies, la société américaine des études françaises. Mais ajoutes-tu, j'ai été déçu de l'oubli dans ce tour d'horizon de la bataille que j'avais menée autour du bicentenaire. Il n'en était plus question, car cette action écrite était entrée dans l'histoire, sous-entendu, rejetée dans la méconnaissance, peut-être dans l'effacement. Et je conclus ainsi, le bicentenaire de la Révolution, ton livre Les Danses sans phare, est advenu en un moment de l'histoire contemporaine marqué par le retour en force dans le monde d'un néolibéralisme conservateur qui a cru pouvoir renvoyer aux enfers les ferveurs révolutionnaires dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur le plan géostratégique, médiatique et idéologique, peut-être sociologique, jusqu'ici, il s'est avéré impossible d'inverser cette tendance de fond qui s'est imposée dans l'espace public, français comme international. Et cela te désespérait, ainsi que tu nous l'as si souvent déclaré ces dernières années. Mais sur le terrain des savoirs, de la critique et de l'histoire de la Révolution qui se construit et se reconstruit en permanence à l'échelle mondiale, le vainqueur incontesté, Michel, c'est toi. Toi, Michel Vauvel, dans toute ta grandeur d'historien et d'humaniste à l'incomparable savoir. Merci de votre attention, vous êtes patient.
Merci beaucoup, Claude Mazurek. C'était parfait. Non. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des myriades de questions qui vont surgir. Il nous reste une vingtaine de minutes, disons, pour cela. Donc, on va prendre une grappe de questions. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Peut-être que d'autres questions surgiront aussi sur le web. Mais en attendant, si des personnes dans la salle en ont, je vous propose de vous manifester. Et ensuite, on pourra avoir un temps de débat avec toi, Claude. Oui, à un moment, il me semble qu'il y avait une esquisse de questions pour savoir si la Révolution était un bloc ou non. Alors qu'était un bloc, ça c'est Clemenceau qui disait ça, et beaucoup d'historiens disent non, ce n'est pas un bloc, c'est un emboîtement de plusieurs phénomènes d'inspiration très différentes et d'interprétation aussi très différentes. Et que donc cette idée que la Révolution est un bloc, c'est une formule politique qui vise à conférer à la Révolution comme bloc une sorte de rôle légitimant qu'elle n'a pas forcément. Voilà. Quand on est vraiment un historien et qu'on n'est pas un idéologue. Voilà. Je réponds tout de suite ou non? Plutôt qu'une question, donner un petit témoignage sur quelque chose. C'est que Madeleine Rébériou m'avait demandé, pour la Ligue des droits de l'homme, de porter le projet pour le bicentenaire. Et donc j'ai travaillé à Solferino avec la commission Jeannet un petit bout de temps sur les projets du bicentenaire. Alors il y avait plein de projets. Alors le nôtre, il était très simple, projeter la Marseillaise de Renoir, place de la République à Paris ou de la Bastille, à Marseille, dans le port, et dans une grande ville comme Lyon. Et finir par la fin d'un autre film de Renoir qui s'appelle Vivre libre, que j'avais montré à Rébériou, et qui se termine par la Déclaration des droits de l'homme. C'est un film qui est tourné en pleine collaboration, enfin, pendant la guerre aux États-Unis. C'est un film sur la collaboration. Et ça a été intéressant de travailler dans cette commission parce qu'il y avait plein de projets foisonnants. Des petites troupes de théâtre, des artistes plasticiens qui venaient de province pour proposer un foisonnement de projets, notamment souvent inspirés des archives départementales régionales. D'ailleurs, Renoir, avec la Marseillaise, a travaillé avec les archives départementales des Bouches-du-Rhône, conseillées par des conseillers historiques communistes, sur la Marseillaise, entre autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est sur la question de la commémoration. Les collaboratrices de Jeannet sont arrivées un jour et ont dit, bon ben voilà, l'enveloppe d'argent qui devait être distribuée entre tous ces projets foisonnants, terminée, Jean-Paul Goutte sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire un projet de politique spectacle, de créer un grand événement qui est spectaculaire comme ça, mais qui sur les débats et le foisonnement de la Révolution dans ses aspects les plus populaires, nourris par ce qui venait des régions, des archives départementales, des petites troupes de théâtre et tout ça, ça a été enterré. Ça a été enterré du jour au lendemain. Donc on a eu Jean-Paul Goutte sur les Champs-Élysées. Et donc la première version et sensibilité de Michel Vauvel, je la comprends. Absolument. Vous la traduisez très bien. Je commence tout de suite par ça d'ailleurs. Je ne jetterai pas la pierre à Jeanneney parce que tout le monde comprend bien que la configuration politique française a évolué entre 1983, date du lancement des affaires du bicentenaire, et 1989. Il y a eu de changement de majorité, la droite est revenue au pouvoir, etc. Donc Jeanneney, il faut lui reconnaître ce mérite, n'a pas asséché complètement le soutien qu'il apportait à tous ces groupes. Il a supprimé des crédits, ça c'est évident. Et la demande de concentration aux Champs-Élysées, où on célébrait à la fois les événements de Pékin et d'autre part le bicentenaire de la Révolution française en même temps, a été imposée par le pouvoir central et approuvée par Mitterrand, c'est évident. Donc là, on est dans la configuration politique. Mais
dans la réalité de la célébration du bicentenaire dans la société, alors il y a un bouquin formidable, c'est le livre de Stephen Kaplan, 89, qui montre à quel point l'enracinement du bicentenaire a été considérable dans les comités d'entreprise. Bon, j'ai fait un nombre incalculable de comités d'entreprise, on parlait de la Révolution française, dans des sucreries, dans des métallurgies, à Pont-à-Mousson, etc. Et dans les communes. Il y a même eu dans le Mâconnais des villages qui sont associés pour recommencer la révolte des gens de Lugny en 1788. Ils l'ont joué entièrement. Les communes, les gens du village ont joué leur rôle, le rôle de leurs ancêtres en quelque sorte. Non, il y a eu un mouvement énorme. Mais c'est un mouvement qui était, je dirais, à la marge de la célébration officielle, qui a occupé tout le terrain médiatique. C'est pourquoi je ne parle pas tellement du terrain social, j'ai bien dit le terrain médiatique, le terrain officiel. En profondeur, je crois que le bicentenaire de la Révolution française s'est enraciné, a réactualisé. J'en veux une preuve dans le film qui vient de sortir, dont je voulais parler, bien entendu, Le peuple et son roi, qui est exactement sur la lancée de cette manière populaire de célébration du bicentenaire qui nous a tellement occupés en 1789. Les comédiens y croient et la présence même des discussions telles qu'elles sont traduites de façon évidemment cinématographique par le scénario nous rapproche de cette présence de la Révolution populaire dans la Révolution qui en même temps dégage son essence bourgeoise, mais ça, on n'a pas le temps d'en parler plus longtemps. Sur le bloc, alors là, c'est une question importante. Clémenceau, nous sommes au début de la Troisième République. Clémenceau résiste à l'assaut de l'extrême droite légitimiste et cléricale, qui dit, oui, la Révolution sert très bien, ça a créé le monde dans lequel vous voulez vivre, mais la guillotine, etc. Et Clémenceau répond de manière politique, c'est un bloc. Il n'a pas dit que c'était un bloc du point de vue de la connaissance et du point de vue du travail pour la connaître, qu'il faut engager. Il a dit, face à l'extrême droite, pour le dire d'un mot, on défend toute la Révolution. Puis ensuite, on fait que les historiens travaillent. Et Clémenceau a soutenu l'initiative de Jaurès de créer une commission d'histoire de la Révolution française, décision de l'Assemblée nationale, les radicaux votaient pour, et ce travail d'érudition considérable a élargi considérablement le champ même du travail des historiens. Bien sûr, jusque ces dernières années, c'était nos sources essentielles, hein, les sociétés populaires, les biens nationaux, les réformes, la religion, etc. Toutes ces questions-là étaient présentes. Donc il faut bien replacer l'interjection de Clémenceau dans le contexte politique des débuts de la Troisième République, où il y a une extrême droite cléricale qui se réfère à la contre-révolution et qui est en train d'ailleurs de renoncer à cela, hein, par le ralliement des milieux catholiques à l'idée de république. Du jour où ils ont fait ce ralliement, le catholicisme français s'est divisé, est devenu d'ailleurs aujourd'hui minoritaire. Il occupe beaucoup de place, mais il est minoritaire dans les croyances actuellement de la France. C'est un des retombées, si on veut, de la bataille laïque. Alors là, et jamais Clémenceau n'a eu l'idée de penser que la Révolution française était un bloc, c'est-à-dire qu'elle était en quelque sorte réductible à une de ces dimensions. Autre chose, quelques autres ont employé l'expression de bloc pour la Révolution française. C'est les historiens soviétiques, les historiens russes et soviétiques. Avant même la Russie, avant même la Révolution de 1917, les historiens russes étaient très avertis de l'histoire de la Révolution française, Karaïev et d'autres, Louchitsky et bien d'autres, qui ont été traduits, on les connaît, on sait très bien ce qu'ils ont écrit. Pour eux, il y avait dans la Révolution française un bloc populaire jacobin. Albert Manfred, par exemple, l'un des derniers grands historiens de cette période, parlait du bloc jacobin. Le bloc jacobin, c'était la bourgeoisie radicale avec, je dirais, les couches dirigeantes représentatives d'un monde populaire, de paysans propriétaires et de compagnons d'ouvriers des villes, attachés à l'économie de marché, etc. Bref, engagés dans le processus de construction du capitalisme. Voilà. Alors, le bloc jacobin, c'était une vision un peu irénique et approximative, mais ils ont employé cette expression de bloc. Mais pas bloc de la Révolution française, bloc jacobin dans la Révolution française.
C'est tout à fait autre chose. Le même mot bloc couvre des réalités différentes. On va prendre quelques questions du Facebook Live, puisque l'université permanente n'a pas lieu qu'à Paris, mais partout dans le pays. Je vais essayer de les ramasser dans une seule question. Aujourd'hui, l'histoire de la Révolution française est peu appropriée par les militants de gauche, nous dit quelqu'un qui regarde sur Internet. Et ces symboles, l'hymne et le drapeau, sont surtout employés à droite. Alors à quoi sert-il de se la réapproprier aujourd'hui? Comment s'approprier le terme nation sans passer pour un nationaliste xénophobe, à un moment où un idéologue d'un autre bord, Marcel Gauchet, réinvestit la figure de Robespierre? Alors, ça c'est une très bonne question. Alors, Marcel Gauchet, je viens de lire son bouquin, mais Marcel Gauchet, bon, le bouquin est, je vais dire en 2 mots, il avale son chapeau. Il a perdu la bataille de Robespierre. Plus personne aujourd'hui fait de Robespierre l'homme de la guillotine. C'est absurde. C'est un grand historien, Jean-Clément Martin, qui est venu de la droite catholique autrefois, et qui est un historien de grande valeur, vient de sortir un livre, j'en ai fait le compte rendu, qui est aux antipodes de ce qu'il pensait il y a 30 ans, et qui montre que la prétendue terreur, c'est une invention thermidorienne pour calomnier la part démocratique, robespierriste en quelque sorte, de la Révolution française. Donc Gauchet remarque tout simplement qu'ils ont perdu la bataille. Et donc il fait, maintenant, il ramène Robespierre à un parmi d'autres. Voilà. Donc il n'est plus l'assassin numéro 1, mais il est toujours parmi ceux qui ont perverti ce grand mouvement d'émancipation des Lumières. Mais c'est une défaite. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus défendre le point de vue qui consistait à dire qu'il y a 2 révolutions. La révolution populaire qui est, comme disait Furet, celle du dérapage, et puis la révolution des Lumières qui est, au contraire, la marche triomphale vers la société bourgeoise émancipée, avec la démocratie représentative, la liberté de la presse, que chacun est bien dans son cadre. Et voilà. Donc d'un côté, il y avait une France bénisseuse, de l'autre, une France horrible. Les deux. Alors maintenant, on constate que c'était la même. Alors c'est un problème difficile, ça. C'est le bloc, mais vu différemment. Alors ça, c'est Marcel Gauchet. Mais Marcel Gauchet, c'est très important pour la pensée néolibérale et conservatrice, mais ça n'a aucune importance du point de vue de la recherche historiographique. Oui, alors... la dernière phrase de cette question. Nation. Oui, alors, ça joue toujours. Tant qu'il y aura l'idée, je vais le dire de façon rudimentaire parce qu'on ne peut plus rentrer dans les détails, tant qu'il y aura l'idée que la lutte des classes est un facteur de l'évolution historique et politique, il y aura des gens pour dire que la Révolution française est satanique, comme le disait très bien Joseph de Maistre. Parce que les classes se sont exprimées par leur lutte politique, mais aussi par leur lutte revendicative même, contre par exemple le maximum des salaires en 1794. Tant qu'on exaltera dans la Révolution française l'aspiration à une société égalitaire et démocratique, elle sera considérée comme satanique et qu'il faut la rejeter. Alors à travers des figures, Robespierre, ça ne marche plus. Alors à travers quoi ? À travers le dérapage, les forces de la misère et de la colère, comme disait Michelet, etc., qui sont par définition populistes. Alors on a tout dit quand on a dit ça. Voilà, ça c'est très important. Donc le débat politique ne cessera pas de s'emparer de la Révolution française. La bataille de 200 ans, comme le dit Francesco, et son bouquin quand même est énorme, elle continuera. Elle ne peut pas ne pas continuer. Mais la question de savoir, c'est comment dans cette bataille on se situe. Eh bien, du point de vue du savoir accumulé par les historiens, aujourd'hui on a les moyens de démontrer la fausseté de cette interprétation explosée en quelque sorte d'un processus de transformation de la société qui a été à la fois conforme aux besoins du développement des modes de production, mais qu'il a inventé sous une forme démocratique. Dis-moi Claude, je voudrais te relancer parce que tu n'as pas complètement répondu à la question, et je vais revenir dessus en gros, en pensant bien sûr à la thèse que tu connais de Sophie Vanish, oui, sur la question de l'étranger dans la Révolution, oui, française, et justement où elle dit les choses finement, mais au moins si on le dit rapidement, oui, on pourrait reparler de la place des étrangers dans la Révolution, absolument, française et de la conception même
de ce que ça veut dire la nation française à cette époque-là, ce que ça veut dire par rapport à ce que certains entendent. Première chose. La deuxième chose, c'était une question que je voulais te poser, parce que dans ton panorama, où nos camarades t'ont un peu fait hâter le pas, mais c'est bien normal, tu t'en voudras en regardant rétrospectivement, donc c'est pour éviter qu'il y ait un remords, je me permets de dire ça, c'est que tu es passé par-dessus quelqu'un à qui tu as consacré une biographie, qui est quand même Albert Soboul. Et donc, je voulais te ramener à Albert Soboul, donc qui est un peu le chaînon manquant, disons, puisqu'on a fait Michel Vauvel, donc après, on a fait Georges Lefebvre, donc avant, et puis entre les deux, il y a bien sûr ton complice, ton compère, et celui à qui tu as consacré une très belle biographie que je vous recommande aux éditions d'Albret, donc un historien qui a quand même compté, Albert Soboul. Alors, Sophie Vanish a fait des travaux très importants sur les étrangers, des travaux très importants sur les étrangers dans la Révolution française. Alors, pas seulement les figures d'étrangers, de Savoie, d'Allemagne, de Rhénanie, etc., de Belgique et autres qui sont rentrés dans la Révolution, comme anglais, américains, Thomas Paine, etc., qui sont devenus d'authentiques révolutionnaires dans la Révolution française. Mais elle pose une question plus fondamentale. Quelle est la conception que se font les révolutionnaires? Et là, ça va très loin dans les couches bourgeoises de révolutionnaires, de ce qu'est une nation. Et ça, c'est la caractéristique que j'ai essayé de montrer au début de ce qu'était le royaume de France. L'appartenance à la nation n'est pas ethnique, jamais. Elle n'est pas linguistique, elle n'est pas même raciale, puisque même l'Ancien Régime avait admis que les esclaves des Antilles, dès qu'ils touchaient le territoire de la France, du royaume, étaient de ce fait émancipés, libérés. Ils rentraient dans le droit commun, des sujets du roi, des règles d'école. Donc l'idée de la nation, c'est l'idée d'une nation de citoyens. C'est-à-dire que c'est par la citoyenneté qu'on appartient à la nation française, et non pas par son origine géographique. Si l'origine géographique joue pour ceux qui décident sur le territoire de la Révolution française, sur le territoire de la France. Mais tous les étrangers peuvent prétendre. Alors en 1793, on même allé très loin. Il suffisait d'1 an de résidence, de gagner sa vie et de participer à la solidarité, à la charité publique, c'est-à-dire à la sécurité sociale, pour avoir le statut de citoyen, l'honneur de figurer parmi les citoyens français. Alors c'est une vision absolument extraordinaire. En 1792, quand on l'a exprimé, 93, quand on a rédigé la Constitution de 1793, parce qu'elle traduisait une expérience qui était unique en Europe et en France, et qui était entendue par des peuples partout en Europe. C'est-à-dire qu'on existe dans sa nationalité quand la nation elle-même s'est émancipée. Donc il y a une, en quelque sorte, superposition de l'indépendance nationale, de la constitution des nations en État, et de la reconnaissance à tous ceux qui étaient dans cet État et qui y vivaient ou le défendaient pour devenir des nationaux, indépendamment des origines. Alors c'est ce modèle, évidemment, qui a fonctionné sous la forme du droit contre le droit du droit du sol contre le droit du sang. Voilà. Bien, alors Sophie Vanish, elle a tout à fait raison de montrer que la sensibilité même des révolutionnaires était très, comment dirais-je, mise en mouvement par cet aspect des choses. Et alors, on a vu au cours de la Révolution les solutions apparaître dès que la question a été posée. Ça a été posé pour les Juifs d'Alsace et du comtat vénessin. Dans le Midi, ils avaient des libertés qu'ils n'avaient pas en Alsace. On a réglé la question. Ils ont les droits comme tout le monde. D'où la bataille de l'abbé Grégoire. Et puis, finalement, la reconnaissance de la capacité des communautés juives qui relevaient du sang et de rein à devenir des communautés rassemblant des individus qui sont des citoyens français. Ça s'est fait tout naturellement à la période de Bonaparte. C'est pour ça qu'aussi la Révolution française, si on l'arrête trop tôt, on finit par pas comprendre grand-chose à la suite. Ça, c'est ma question. Alors, Sophie Vanish a fait des travaux importants sur cette question-là. Elle y a ajouté autre chose. C'est la sensibilité. Alors,
c'est très présent dans le film dont j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour bien comprendre la Révolution française, il faut aussi s'immerger dans les courants de sensibilité qui existaient dans ce royaume, dans ce pays, en particulier dans les grandes villes, Paris, etc., où il y avait une grande liberté, une grande tolérance de mœurs, où les formes canoniques de la vie sociale étaient contredites le plus souvent par les formes réelles de l'existence sociale dans les faubourgs. Je vois ici Roland Gottlieb au premier rang, il le sait mieux que moi pour Paris. La présentation de Paris sous la Révolution française, telle que les académiciens en parlaient, n'a rien à voir avec la réalité, où il y avait une fraternité dans les étages, dans les modes d'existence, dans le partage, dans l'entraide, dans le contournement des règlements, etc. Bref, une vie populaire. Et dans les villages, bien entendu, il y avait la résistance des autonomies communales. Donc, ne pas bien prendre en charge cette tradition et la liberté des mœurs. Le concubinage était reconnu comme un mode d'existence parfaitement normal. Il fallait simplement garantir pour des éventuels rejetons leur survie. Mais autrement, le mariage canonique n'était pas la norme imposée partout, elle était la norme officielle. Mais la norme réelle était d'une autre allure, d'une autre nature, à la fois psychologique et sociologique. Alors, Soboul, bah, évidemment. Je suis un enfant de Soboul. Il faut bien comprendre les générations. Soboul est né en 1914, moi en 1932. J'ai connu Soboul, qui était professeur au lycée Henri IV, quand moi j'étais en Hippocagne. Alors, je suis allé le voir sur la recommandation de mon prof, qui s'appelait Michel Fourniol, qui était un libéral, mais un prof absolument exceptionnel, qui m'avait dit si vous vous intéressez à la Révolution française, je m'y intéressais comme ça, hein, je ne connaissais rien du tout, allez voir Soboul, qui fait une thèse importante avec Georges Lefebvre. Alors, je suis allé voir Soboul, il était au petit lycée, il m'a dit viens bouffer à la maison, il était comme ça, c'était rapide les relations. Et il m'a entrepris, il m'a parlé de la Révolution française avec un tel enthousiasme pour ses sans-culottes que j'ai dit, mais voilà, je vais travailler. Et ensuite, alors l'affaire s'est complétée, il m'a demandé d'écrire un bouquin qu'il n'avait pas le temps de faire parce qu'il en avait déjà 2 en route sur Babeuf. Je ne connaissais rien à Babeuf, j'avais rien lu. Il m'a dit, si, tu te débrouilles, tu iras faire un tour à la BN. À l'époque, quand on habitait Rouen, il fallait venir à Paris à la Bibliothèque nationale, il n'y avait pas Internet. Et je suis venu à la Bibliothèque nationale, aux Archives nationales, et j'ai découvert Babeuf. Et ben, Babeuf, c'était formidable. Je dois dire que c'était une vraie conversion. Ce type était à moitié fou, mais une folie créatrice, une folie progressiste, une folie imaginative. Babeuf, c'est l'expression ultime de l'aspiration populaire dans la Révolution française au moment où elle se termine. Et où il faut rêver d'autre chose. C'est-à-dire alimenter la fièvre de sensibilité et l'aspiration à l'émancipation pour l'avenir, en s'appuyant sur les braises encore chaudes qui sont celles qu'on hérite de la Révolution française. Alors, vous allez en parler de Babeuf, puisqu'il y a une séance qui lui est consacrée. Donc j'ai écrit un bouquin sur Babeuf en 1962. C'est mon premier livre. Il a été bien reçu. Je ne me suis pas fait pas assassiner du tout, même. On m'a dit simplement que je connaissais mal la Picardie, ce qui était vrai. Pas tout. Mais enfin, bref. Voilà. Alors donc, Soboul, c'est mon maître, c'était mon ami, et il est mort en 82. C'était un choc terrible parce qu'il était jeune, il avait 68 ans. Et il était en pleine phase de création. Il a été vilipendé, injustement calomnié par le courant furettiste d'une façon éhontée, scandaleuse. Je ne dirais pas qu'il s'y est prêté, mais il avait un caractère tellement explosif que finalement il fournissait des armes à ses adversaires. Il y en a qui sont comme ça. Alors moi je le calmais, j'étais toujours celui qui essayait de... Et tout dans le défendre, enfin Roland Gottlieb qui est ici, là, connu aussi bien que moi, c'était un caractère sanguin, explosif, mais d'une capacité d'analyse admirable. Tout à l'heure j'ai posé cette question, est-ce que la Révolution est par essence bourgeoise, dans sa dimension bourgeoise bien entendu, ou est-ce que c'est la bourgeoisie qui en a profité parce qu'elle était là
prenant le pouvoir. Ben, cette question-là, Soboul l'a traitée dans sa thèse d'une façon admirable. Admirable. Il a compris qu'on était à Paris, et dans la région parisienne plus généralement, à Saint-Denis, etc., au moment où le capital marchand, devenu capital manufacturier, mais sans la machine-outil encore, sauf dans quelques points d'élite, était en train de basculer. C'est-à-dire que les contradictions du capital marchand ne pouvaient être résolues que par l'invention d'une productivité nouvelle, qui n'était pas le cas à Paris, sauf dans quelques entreprises, notamment celles qui faisaient de la toile imprimée et du papier peint. Là, il y avait déjà des formes de machinisme. Et Soboul a mis en œuvre le chapitre du Capital de Marx sur le machinisme, la machine-outil. Il a vu cela et il l'a traité. Et il a dit la sans-culotterie parisienne, c'était un moment particulier, sociologique, qui ne pouvait exister dans ce petit espace de temps entre le passage du capital marchand au capital manufacturier et de cet ensemble nouveau qui domine en France dans les années terminales du XVIIIe siècle, et puis le passage à la grande industrie avec la machine-outil au début du XIXe. De ce point de vue, l'Angleterre était en avance, mais le rattrapage dans les années 80 en France, 1780, était extrêmement rapide. Ensuite, moi, j'ai fait travailler sur les mêmes thèmes. Par exemple, une de mes étudiantes avait fait une recherche très importante sur une usine de la vallée de l'Andelle qui fabriquait des plaques de cuivre. À quoi ça sert des plaques de cuivre? Eh bien, si, à doubler la coque des navires. Et le navire à voile, la frégate, par exemple, celle de la Fayette, doublée avec des plaques de cuivre, elle passe de 6 nœuds à 12 nœuds. C'est une accélération énorme. Donc la machine-outil, cette industrialisation, transforme les métiers antérieurs, crée une crise sociale grave, avec des aspirations nouvelles, mais d'autres anciennes. C'est toute la sans-culotterie. C'est-à-dire toute cette société intermédiaire au moment du passage d'une société à une autre. Donc c'est des choses qui nous parlent quand même. Soboul, c'est un historien formidable, majeur, et puis qui avait un sens aigu de l'utilisation du recours aux archives. Mais il est mort en 82, et nous avons eu, alors bon, c'est la chance, la chance que un jeune, enfin il est encore jeune, Michel Vauvel, apparaisse, qui n'était pas en bon terme à l'origine avec Soboul. Il se disputait, il trouvait que Soboul était un peu rudimentaire, et puis Soboul, voilà, bon, enfin bref, ils ont eu des mots. Mais Vauvel a eu la grandeur à la fois de reconnaître l'héritage de Soboul et de prendre sa suite, de se faire élire à la Sorbonne et d'être l'homme du bicentenaire. C'était une chance formidable qu'on a eue là. Parce que si ça n'avait pas été Vauvel, on n'aurait pas eu le bicentenaire et les effets du bicentenaire qu'on connaît aujourd'hui. Dans l'histoire, c'est aussi comme ça. Mais il faut aussi penser que dans cette période curieuse qui accompagne l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, il y a eu un déblocage de l'enseignement supérieur, notamment en histoire, et une relative libéralisation des recrutements. Je dois vous dire que moi, on est venu me chercher au lycée où j'étais prof, au lycée Corneille à Rouen. On m'a dit, vous ne voudriez pas venir à la fac parce qu'on est submergé par les étudiants, on n'arrive pas. Et moi, je ne voulais pas y aller du tout parce que ça ne m'intéressait pas d'aller. Je préférais être ce que je voulais être, c'est-à-dire professeur de lycée, très, très satisfait de mon métier. Et on est parti comme ça, une douzaine à la fac des lettres de Rouen, parmi lesquels il y avait 6 communistes. Ensuite, on a enseigné, on a fait honnêtement notre travail, on a fait très honnêtement notre travail de prof, mais on l'a fait avec ce qu'on était, c'est-à-dire notre bagage théorique, etc., et sans l'aplatir, mais on l'a fait. Michel Vauvel aussi, à Aix-en-Provence, etc. Et on était présents, on a été présents, et cette présence, elle a ses effets sur le champ historiographique, beaucoup moins d'effets sur le plan idéologique et médiatique, c'est évident. Bien, en tout cas, merci beaucoup Claude Mazurek pour cette